Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. On est très content de vous accueillir encore une fois pour parler de l'OGC Nice et d'un nouveau match amical. La préparation poursuit son cours et touche petit à petit à sa fin. Hier, c'était le match amical, le dernier au Portugal face à la Roma, score final, un but partout. Une prestation qui, je pense, va rassurer les plus pessimistes, mais des pessimistes dans cette émission, il y en a bien peu, ou en tout cas, on le cache très très bien pour l'instant en attendant le début de la saison et la fin du mercato. On va parler de ça, évidemment, du mercato, des derniers noms, des dernières rumeurs qui ont été évoquées du côté de l'OGC Nice dans la presse ces derniers jours et ces dernières semaines. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Alric. Salut Alric, comment ça va? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va très très bien. Je suis très content qu'on fasse cette émission, surtout qu'hier soir on a vu un bon match, donc j'ai hâte d'en parler. Ouais, effectivement, je pense que c'était peut-être le plus abouti, mais bon, on va pas faire le débat avant de faire le débat, mais on voit quand même une progression du côté de l'OGC Nice, et ça, c'est rassurant. Il est là également avec nous pour parler de tout ça, c'est Pancho. Salut Pancho. Salut Sky, salut Alric, bonjour à toutes et tous et ravi aussi d'être avec vous pour évoquer ce super match qu'on a vu hier. Ouais, plein de choses à dire, et pour vous spoiler un peu les coulisses de l'émission en off, Alric et Pancho ne sont pas d'accord sur grand chose, donc je me dis chouette, plein de sujets de débat, ça va changer des émissions où on est un peu d'accord sur tout, et après vous pouvez nous dire sur les réseaux sociaux, en commentaire sur YouTube ou voilà, sur nos comptes Twitter, ce que vous avez pensé, avec qui vous êtes plutôt d'accord, ou si on raconte tous n'importe quoi. N'hésitez pas, on n'a pas toujours la chance de pouvoir faire du direct, mais on essaie quand même malgré tout d'interagir à distance le maximum avec vous. Mais avant de parler de ce Roma au GC Nice, du coup, qui s'est terminé sur un score de 1 partout, plutôt satisfaisant pour l'OGC Nice. On va parler un peu du mercato et notamment de la dernière grosse rumeur au poste de gardien, puisque la piste Yann Sommer semble être terminée et mener à un échec, même si on n'est jamais à l'abri d'un dernier coup de fil de dernière minute. C'est la piste menant à Kasper Schmeichel, le gardien danois de Leicester City, qui avait des champions, on se souvient, lors du titre surprise des Foxes il y a quelques saisons. Il lui reste 1 an de contrat, fin de contrat du coup en juin 2023. Lui n'a pas envie d'aller au bras de fer avec son club, avec qui il a quasiment tout connu ces 10 dernières saisons, mais ne serait pas nécessairement contre un départ à l'OGC Nice, à voir euh, si les discussions vont aboutir ou en tout cas déjà se poursuivre. Mais sur le profil du joueur, il a 35 ans, plus de 600 matchs en pro, 500 matchs en PL, 84 sélections, je crois, en équipe nationale du Danemark, donc un profil encore plus expérimenté que Yann Sommer. Est-ce que pour vous, l'idée vous plaît? Est-ce que pour vous, l'idée est compatible avec ce que recherche le GC Nice et ce que recherche le GC Nice de Lucien Favre surtout? Ah, moi ça me hype personnellement. Parce que c'est un Danois, enfin, c'est un Nordique, donc forcément, t'es Bah, content de voir un Viking. Mais c'est bien parce que tu décrédibilises parfaitement ce que. Bah, voilà, en même temps, c'est pas totalement faux, mais surtout c'est le côté. En fait, je sais pas du tout quelle crédibilité donner à cette rumeur. Du coup, je parle avec un penchant très nostalgique. J'ai beaucoup aimé son père. Il a un peu de son père justement dans son profil. J'ai vu ses débuts à Kasper Schmeichel en première ligue, et quand je me souviens de comment il était physiquement, le changement est quand même assez radical. Et oui, c'est un gardien d'expérience, il connaît très bien le championnat anglais, et je me dis bah pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, surtout si on veut garder Kasper Dolberg. un Casper contre un autre éventuellement. Pancho, est-ce que c'est un nom qui te séduit? Est-ce que voilà, on sent qu'on se dirige vers le profil d'un gardien expérimenté, pardon. Au début, on parlait de Steve Mandanda, puis Yann Sommer, puis là, Casper Schmeichel, c'est des plus que trentenaires à chaque fois, avec beaucoup d'expérience en club et international. Est-ce que tu penses que c'est le bon profil, et plus particulièrement Casper Schmeichel, est-ce que ça vaut le coup de se lancer sur un dossier qui s'avère quand même, enfin, qui s'annonce compliqué? Le profil du gardien, je pense que de toute façon, les semaines passent et les taux se resserrent par rapport au profil du gardien. Effectivement, c'est un, un gardien expérimenté, capitaine dans son club, capitaine de la sélection nationale si je ne dis pas de bêtises, qui a tout connu. Par rapport au profil, je me répète, mais c'est très intéressant. Après, par rapport à Kasper Schmeichel, moi je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas suivi sa saison en PL, du moins sa dernière avec Leicester. Par Titulaire, hein, contre, du coup, quasiment tous les matchs. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais voilà, a priori, déjà pas C'est de un gros pépin de gardien. blessure ni rien. Ça reste une voilà, valeur sûre de PL. ça apparemment, et puis surtout, voilà, il est titulaire, il enchaîne.
Il n'a pas connu apparemment de méforme, et du moins le dernier souvenir que j'ai de lui, c'est son Euro 2021, où il avait été ultra performant avec sa sélection. Donc là, comme ça, de prime abord, la rumeur qui sort en plein match de préparation, je valide. Après, contractuellement, il est en fin de contrat en 2023. Il touche environ 600 000 euros par mois. Même si tu mets pas un gros montant sur le transfert, derrière, il va falloir aligner pour le salaire. Ouais, mais il a 35 ans, il est en fin de carrière, enfin, en fin de carrière, oui, en fin de carrière, on va dire, quoique le gardien, ça se discute. Donc, le salaire, c'est très bien que s'il vient, il va devoir le baisser. Je pense pas que ce soit le plus gros problème. Si tu lui en offres la moitié, contre un contrat de 3 ans par exemple, tu vois, est-ce que ça serait sa dernière chance de signer quand même un gros contrat malgré tout? Moi je le vois plutôt comme ça. Après je suis pas dans sa tête, est-ce qu'il acceptera ou pas, mais ça me semble pas incohérent comme le dit Alric par rapport à son âge et la fin de sa carrière qui approche. C'est pas Ah, mais incohérent, et puis, excuse-moi, Pancho, vas-y, excuse-moi. non, mais c'est effectivement après, on n'est pas dans sa tête, hein, comme tu le dis, Sky. Est-ce qu'il acceptera de partir sur un nouveau projet sur 3 ans, le fameux projet des 3 ans de l'OGC Nice, avec un salaire moitié moins de ce qu'il gagne en Angleterre, avec une fiscalité différente aussi. Moi, je suis très emballé. Maintenant, il va falloir faire un effort et lâcher un salaire que l'OGC Nice a peu l'habitude de faire. Ouais, mais pour le coup, tu vois, peut-être que ce serait intéressant de lâcher un 300 000 euros à Kasper Schmeichel, qui a été champion avec son club, qui a joué la Ligue des Champions, qui est un capitaine dans son club, qui est un gardien valeur sûre, comme on disait en première ligue, qui est dans une sélection nationale, qui compte en Europe. Et donc c'est pour ça que, par exemple, j'aime beaucoup Justin Kluivert, mais pour le coup, j'aurais peut-être pas lâché 300 ou 350 000 euros sur une prolongation de contrat pour Justin Kluivert, à la différence. Puisque c'était le joueur qui pourrait, pour la comparaison, c'était le joueur qui était autant payé à ce moment-là. De toute façon, messieurs, a priori, le OGC Nice semble vouloir faire un effort. Après, on ne sait pas si ça sera suffisant pour convaincre Kasper Schmeichel, alors qu'on n'a pas réussi à convaincre Yann Sommer, par exemple. Mais on semble décider à faire un gros effort financier sur le poste de gardien, pas forcément en indemnité de transfert, encore une fois, mais en tout cas en termes salarial, même si on reprend la rumeur Steve Mandanda à la base, je ne sais pas combien il touche à Rennes actuellement. 300 000. Voilà, c'était de toute façon un gros salaire qui était prévu pour ce poste-là. Je pense que Yann Sommer, qui touche, il me semble, 330-350 000 euros par mois en Allemagne, ça aurait été à peu près la même proposition. Et là, peut-être qu'on montera à 400 000, comme le disait Alric, peut-être pas à ces 650 000 qui touchent en Angleterre, mais voilà, on est parti de toute façon pour faire un vrai effort financier et mettre un des plus gros, si ce n'est le plus gros salaire du club pour l'instant, sur ce poste de gardien. Donc tu seras obligé de toute façon. Voilà, je pense que sauf si tu veux mettre une grosse indemnité de transfert sur un jeune gardien, mais dans ce cas-là, la stratégie n'est plus la même et pose question par rapport à Marcin Bulka. Voilà, c'est un peu le taulier que tu vas faire venir au mercato, et on va en parler rapidement avec les autres rumeurs. C'est peut-être aussi le seul cadre en réalité que tu feras venir au mercato dans les buts, vu que tu t'orientes sur des profils un peu plus jeunes au milieu de terrain et aux avant-postes. C'est le poste le plus important, le poste de gardien. Et donc, tu as besoin d'avoir... surtout qu'on a quand même vu... Bon, ça reste la préparation, on peut en tirer des enseignements, mais pas forcément de conclusions hâtives. Mais on sait que ça va être de plus en plus difficile avec un Dante qui est vieillissant, qui a besoin encore plus de temps pour se mettre en marche et être à son niveau. On a vu des difficultés en défense. Bulka, Bulka a parfaitement sa place à l'heure actuelle en tant que numéro 1, il n'y a pas de problème. Mais on a besoin, comme l'année dernière, on s'en était bien sorti, ça nous avait plu d'avoir ça, c'est d'avoir 2 gardiens potentiellement numéro 1 dans une équipe qui apporte une vraie concurrence, mais surtout de la sérénité. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne connais pas trop comment il s'appelle, Teddy Boulendi, c'est ça? Oui. Mais clairement, j'ai du mal à l'imaginer en tant que numéro 2 sur toute une saison. On part pas Donc, en Coupe tu es obligé d'Europe de toute d'avoir façon avec Teddy Boulendi. Enfin, sans lui faire un joueur, c'est encore un jeune gardien, il est international de sa catégorie d'âge. Bah oui, mais à l'heure l'équipe actuelle, t'as d'Algérie, pas de 3e gardien. il y a du potentiel, mais si jamais il y a un problème avec Marcin Bulka, très clairement, Teddy Boulendi, a priori, ne pourra pas te permettre de briller en Coupe d'Europe et d'atteindre tes objectifs en championnat. Donc je préfère qu'on mette le paquet sur un gardien, c'est clair. Ok, Pancho. Si tu fais signer Schmeichel, je trouve que la logique, elle
elle est assez intéressante. Un gardien justement qui est plutôt en fin de carrière, qui pourra accompagner aussi le développement d'un Boulka. C'est en tout cas l'angle d'attaque de l'article L'équipe qui est sorti hier, qui disait que voilà, sur 1 an, 2 ans, continuer à former Boulka et lui donner cette place de numéro 1 une fois que eh bien, Schmeichel ou un autre aura terminé sa carrière ou sera parti ailleurs. Je trouve que c'est intéressant. Ok, bon, l'unanimité dans l'émission. Promis, il y a des désaccords après, notamment, on va y venir tout de suite, mais en tout cas, c'est une piste intéressante et on espère en tout cas que ce soit Kasper Schmeichel ou un autre, le dossier gardien arrive à se résoudre rapidement parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps avec Yann Sommer. On a enfin trouvé, semble-t-il, un plan B après avoir perdu 3-4 semaines de négociations sans avoir de plan B. Donc voilà, c'est une bonne chose que enfin ça avance de ce côté-là. Et en plus, pour rassurer les plus pessimistes du mercato, je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais je préfère qu'on prenne le temps de viser des pistes de cette qualité-là plutôt qu'on ait tapé notre mercato fin juin avec des Ouais. mecs dont Dave Brestford personne sort de ce voulait. corps. Voilà. Non, mais pour ça, il a pas tort. C'est vrai qu'on n'a pas dit, on va peut-être parler un peu de son en filigrane de son interview aussi, mais pour ça, il a entièrement raison. Un autre nom qui a été évoqué, c'est Baptista Mendy, le milieu de terrain d'Angers, qui serait notamment, d'après Foot Mercato, sur les tablettes de l'OGC Nice. Alors c'est là que vous n'êtes pas d'accord, en fait, messieurs, sur le besoin, la priorité qu'il y a au milieu de terrain. Donc je vous laisse régler vos comptes, mais en toute amitié naturellement. Est-ce que pour vous, le milieu de terrain, avec les départs qui s'annoncent de Morgan Schneiderlin et de Mario Lemina, c'est vraiment une priorité pour l'OGC Nice, ou est-ce qu'on a de toute façon ce qu'il faut en stock et il faudrait se concentrer sur d'autres postes? Alors, je Vas-y, me permets Patron. de commencer, Alric, si Vas-y. tu le veux bien. Je préciserai dans ta question, Sky, finalement, le poste de numéro 6. Parce que dans un dispositif en 4-3-3 point de basse, aujourd'hui, alors on a testé Limina au poste de numéro 6, il est annoncé sur le départ. On n'a pas encore testé Rosario, qui était demandé par pas mal de personnes dans la communauté OGC Nice. Boudaoui, on sait qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, il a eu une bonne période sous Urca où il était numéro 6, mais concrètement, aujourd'hui, on a qui? Schneiderlin est annoncé sur le départ. Donc, dans l'optique de se dire qu'on va potentiellement jouer en 4-3-3 une partie de la saison, un Baptista Mendy me plaît. Voilà. D'autant plus qu'il est aussi polyvalent. Il pourra s'intégrer dans une défense à 3. Dans l'axe, à droite, à gauche, il l'a déjà fait. Et puis, il est propre. Il gratte énormément de ballons. Il va pouvoir déléguer les autres milieux de terrain avec qui il va jouer, notamment Thuram ou Alexis Claude Maurice, et prendre toute cette charge défensive afin que les deux puissent se tourner plus vers l'avant, quoi. Ouais. Et tu as dit dans ta phrase, potentiellement, jouer en 4-3-3. Mais on sait qu'avec Lucien Favre, tu n'as pas de système qui est fixe. C'est un homme qui aime en changer beaucoup, parfois plusieurs fois dans un match, et plusieurs fois, match après match. Et clairement, par exemple, dans un 4-2-3-1 comme hier, je sais pas, je pense pas qu'on en ait besoin. Je pense pas qu'on en ait besoin pour remplacer Lemina qui serait sur le départ. Eh ben, pourquoi pas mettre Boudaoui à côté d'un Rosario, par exemple, ou un Thuram à côté d'un Rosario, par exemple. Voilà. Donc c'est pour ça, au milieu, je pense qu'on est assez fourni. J'ai du mal à croire qu'on va, alors on va peut-être se débarrasser de Lemina et de Schneiderlin, mais j'ai du mal à croire qu'on va faire le grand ménage comme ça a pu être annoncé avec les trouillés, les machins, tout ça. Donc non, moi je pense pas qu'au milieu il y a besoin de recruter. Là où tu as besoin, c'est en défense, en attaque, et c'est tout. Alors, sachant qu'en défense en attaque, il y a aussi des pistes. C'est pas parce qu'on recruterait Baptista Mendy qu'on ne pourrait pas recruter à d'autres postes. Mais voilà, Alric, à moins qu'il y ait vraiment un ménage total, c'est-à-dire de tous les joueurs qui ont été évoqués sur le départ, que ce soit Alexis Trouillet, Mario Lemina, Morgan Schneiderlin, est-ce que Tout se fera en fonction des départs. Hein. Si jamais il y a 3 départs, est-ce que faire venir un joueur de plus au milieu de terrain, à ce moment-là, ça pourrait être pertinent selon toi ou même pas nécessairement? Tout dépendra des départs. D'accord. À l'heure actuelle, tant que ça reste des rumeurs, je te dis, Oui, activer une piste comme ça, je sais pas. Demain, Schneiderlin et Lemina partent. Pour moi, t'as toujours pas besoin. Par contre, si tu commences à faire partir les trouillés, que tu te questionnes sur Boudaoui, par exemple, des choses comme ça, à ce moment-là, je me dis pourquoi pas, parce que tu vas commencer à manquer de profondeur. À l'heure actuelle, je vois pas l'intérêt.
Oui, il faudrait qu'il y ait du monde qui parte d'ici le 31 août pour faire C'est de ça. la place pour un joueur supplémentaire et je peux tout à fait entendre cet argument. Pour terminer notre page Mercato et basculer doucement sur la rencontre face à la Roma qu'on a vécue hier soir, parce qu'on enregistre ce dimanche après-midi ce podcast, quel que soit le moment où vous de votre côté, vous l'écoutiez. L'OGC Nice, et c'est un nom qu'on a déjà évoqué plusieurs fois dans les émissions ces dernières semaines, serait toujours intéressé par un retour d'Alassane Plea. Mönchengladbach n'en demanderait par ailleurs que 8 millions d'euros. On sait que voilà, l'Olympique de Marseille, Everton, d'autres clubs s'intéresseraient à lui, toujours d'après l'équipe qui sort cette information. Toutefois, les Aiglons, l'OGC Nice, ne seraient pas tout à fait à fond sur Alassane Plea, dans le sens où il y aurait d'autres priorités avant cette piste-là, et notamment un de ses coéquipiers, un autre international français, Marcus Thuram, dont on a aussi beaucoup parlé. Messieurs, est-ce que pour vous, Alassane Plea, si on en tire, enfin si on aligne 5, 6, 8 millions sur lui, est-ce que c'est un bon coup pour renforcer l'attaque de l'OGC Nice, notamment vu sa polyvalence et ses performances ces dernières saisons, et sa connaissance du club évidemment, ou est-ce que pour vous c'est justifié que Marcus Thuram soit la priorité devant Alassane Plea pour encore une fois renforcer les avant-postes de l'OGC Nice? Vas-y, Pancho, parce que j'en sais rien personnellement. Tu sais quoi, j'allais te dire exactement pareil. On peut passer à autre chose si vous n'avez pas d'avis. Non, mais enfin, elle est pas évidente la question parce que là, c'est soit Marcus Thuram, soit Alassane Plea. Déjà, sur Alassane Plea, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que voilà, il a déjà évolué sous Favre, il a déjà été performant, il a réalisé sa meilleure saison avec Favre il y a quelques années. Il a des statistiques plutôt solides en Bundesliga. Il est polyvalent, même si je pense que si on le recrute, il jouera principalement numéro 9. Après, est-ce qu'il sera seul ou est-ce que ce sera deux devant, je ne sais pas. Donc, pour un retour d'Alassane Plea, 5, 6, 7, 8 millions, enfin, il y a quelques semaines, on parlait de 5 millions, hein, on s'en rappelle. Là, on parle de 8. Si c'est 5, bah oui, fort. Est-ce que de toute façon, que ce soit 5 ou 8 millions, parce que on sait que c'est après complexe en termes du coup d'échéancier, de bonus, tout ça, est-ce qu'on à ce prix-là, est-ce qu'en fait tu peux avoir véritablement beaucoup mieux sur le marché, surtout que voilà, je Ah disais bah non, le marché est international parce qu'il fou. a eu une sélection, mais il y a aussi toute son expérience en professionnel dans sa carrière, parce que tu vois, pour 5 millions, tu vas ramener Rare Chilier, donc je n'ai rien contre lui, mais c'est un Mm. joueur très très jeune. Là, pour 5 millions ou 8 millions, tu fais venir un joueur qui a déjà à peu près tout connu, que ce soit de la Ligue 1, de la Bundesliga, la Coupe d'Europe. Est-ce que c'est pas te payer aussi une valeur sûre pour une somme qui rentrerait dans ton budget mercato sans t'affoler? Bah, si tu compares effectivement avec l'investissement qu'on a fait avec Ilié, oui. Dans ce cas, les 8 millions valent le joueur, c'est sûr. Mais la question que je me pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin, surtout après la performance de Brahimi hier, d'une alternative à Delors, sachant que on a encore Dolberg qui est au club, qui est blessé, donc difficilement vendable, ou pas? Moi, je pense que oui, tu as besoin d'une alternative à Delors. Tu as besoin d'un neuf fixe. Et j'y reviendrai après quand on parlera du match. Maintenant, oh, j'ai tellement de mal avec les joueurs qui reviennent dans leur club. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, je le pense vraiment. C'est un manque d'idées cruel. Hmm. Et ça me pose problème. Ok. En fait, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais pour moi, ça démontre le fait que t'as pas travaillé ton mercato correctement. Et qu'en plus, le fait que t'aies fait partir ton directeur sportif entre-temps, eh ben, tu t'es mis à moitié dans la merde. Et aujourd'hui, tu dis, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais non. Donc après, j'ai rien contre Alassane Plea. C'est un profil très intéressant qui pourrait apporter beaucoup. Mais j'ai tellement de mal avec l'idée de dire, tiens, allez, viens, on ramène les anciens parce qu'en fait, on sait pas. Et Marcus Thuram, franchement, j'en sais rien. Je connais pas suffisamment de joueurs. Le mec, il a fait un gap, c'est quoi, Guingamp, Gladbach, du coup. Gladbach. Ouah, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Bon, Ah, on verra vers qui le G6 s'oriente finalement. Pancho, un dernier mot sur oui, sur le mercato, bah, vas-y, je t'en prie. sur Plea, si c'est une demande de Favre, ça change la donne.
toute façon, je pense que ça, c'est l'argument absolu sur tous nos Ah débats bah oui. mercato. C'est oui, blabla, moi j'en pense ça, mais bon, si Lucien le veut, dans ce cas-là, moi aussi je suis Bah, d'accord. mais clairement, Bah non ouais, mais 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 oui, ouais, je c'est sais vrai, pas. hein, bien sûr. c'est un gage de confiance. C'est-à-dire que Mm. là, oui, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, Alric. On en a déjà parlé pour les pistes d'Albert, etc. Ah. Il y a quelques Non, semaines. ça, On moi je s- mets mon veto, perso, même si Lucien le veut, faut pas déconner quand Ouais, même. Ospina, Delbert, tu vois, c'est une fausse bonne idée, quoi. Ospina, j'aurais pas dit non, tu vois, mais ça c'est un autre débat, Oh. on va pas le faire aujourd'hui, mais effectivement, si Favre dit ah ben quoi, il y a Pléa qui est sur la liste des transferts, qui est disponible, bah on fonce, bah oui, forcément, et derrière, bah effectivement, de l'extérieur, on se dit que c'est pas forcément une bonne idée, les retours, etc., c'est peut-être un manque d'idées, mais derrière, si Favre valide le retour de Pléa, qu'est-ce qu'on Faisons peut dire? revenir Balotelli, le Favre l'aime bien. Ouais, Bon, on va arrêter Ouais. cette émission. ouais, On n'a pas de mercato très rapidement, en tout cas, là, si on en arrive à dire ce genre d'insanité. Messieurs, voilà, juste, c'est vrai j'ai oublié de mettre ça au planning de notre émission, mais quelques mots peut-être sur l'interview de David Braceford qu'il a donné à l'équipe et à Nice Matin. C'était pas tout à fait les mêmes questions, mais bon, le message donné était plus ou moins le même. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. L'objectif, c'est de boucler l'essentiel du mercato avant le début du championnat. Des recrues arriveront sans aucun doute avant la première journée. Donc il veut se montrer rassurant. Je passe un peu le blabla sur la question d'intégrer le groupe Ineos, le choix de Lucien Favre, tout ça, parce que je pense que c'est des sujets qui avaient déjà été évoqués lors d'une précédente interview et qu'on a déjà écumé dans cette émission. Mais voilà, David Braceford qui se veut rassurant sur le mercato, qui dit bien que quand on vise des poissons un peu plus gros, bah, ça peut mettre forcément un peu plus de temps. C'est le pari qui est fait en tout cas par le GC Nice aujourd'hui, en espérant qu'il soit payant et qu'on ne se retrouve pas Fanny fin août à devoir prendre les restes type Racine Colli. Mais voilà, est-ce que pour vous cette interview, après peut-être que vous avez sélectionné ou vous avez en mémoire un passage en particulier, mais est-ce que pour vous cette interview a été rassurante? Est-ce que David Braceford est dans son rôle? Est-ce que c'est une intervention qui est bienvenue? Ou est-ce que, ok, cool story bro, mais en fait on s'en fout un peu globalement? Moi, je suis pour la deuxième option. Ok, cool story, bro, mais en fait, quand j'ai eu 2 fois en plus l'interview, puisque j'ai dû argumenter que j'étais pas d'accord sur Twitter, mais pour moi, il ne dit rien que tu ne sais pas déjà, ou que tu ne soupçonnes pas. Le mec, il t'a dit que il veut qu'on rentre dans la galaxie Ninos, tu le sais déjà, Jean-Pierre River en a déjà parlé. Il dit que on doit avoir une recrue avant le début de la saison. Waouh, incroyable, j'aurais pas pensé. Heureusement que tu es là, Dave. Et puis il te dit, il faudra un directeur sportif, et puis il faudra faire en sorte de mutualiser toutes les forces. Oui, on le sait déjà, mais en fait, tu vas faire ça comment? C'est quoi ton plan maintenant? Et en fait, j'ai pas l'impression qu'ils le disent. J'ai l'impression qu'ils utilisent beaucoup de belles formules pour être rassurants, donc ça marche sur beaucoup de monde, hein. Mais ça fait un peu l'effet d'un bon commercial. Et du coup, moi, ça m'a paru être une belle coquille vide. Pancho, il est dans son rôle de représentation, c'est-à-dire qu'après, on n'a pas besoin de tout savoir, hein, même si on est curieux et qu'en tant que supporter, on aimerait. Mais c'est vrai que pour nous qui sommes suiveurs de l'OGC Nice au quotidien, il ne dit rien qu'il n'a pas déjà dit par le passé. Il ne dit rien que, comme le rappelait Alric, que Jean-Pierre River n'a pas dit il y a quelques semaines. Donc pour l'équipe, ça se comprend. C'est de la redite, quoi. Pour Nice Matin, c'est un peu étonnant parce qu'ils ont déjà eu 17 fois cette interview et ces déclarations. En fait, tu as plus l'impression, en tout cas, de ce côté-là, je partage l'avis d'Alric, que c'est une interview qui est sortie pour un peu éteindre l'incendie et essayer de faciliter un peu la campagne d'abonnement, tout ça, pour dire non, vous inquiétez pas, tout va bien. Arrêtez de flipper pour les recrues. Et puis Ineos, on est toujours là, on est toujours ambitieux. Il y avait la question encore par rapport à Chelsea, qu'on avait déjà eu 17 fois également. Ou est-ce que, contrairement à nous, tu as appris ou apprécié quelque chose dans cette interview? Je me veux peut-être un peu plus optimiste que tous les deux. C'était pas très dur, honnêtement. Non, mais je vous rejoins sur le fait que la communication, elle se veut rassurante. Elle intervient dans une période un peu voilà, de trouble vis-à-vis du mercato par rapport à sa lenteur, etc. C'est vrai, on n'a rien appris de nouveau, c'est vrai aussi. Mais voilà, il dit quand même que les profils ont été identifiés, qu'ils prennent le temps. Voilà, ils prennent le temps de travailler sereinement. Et tu l'as dit, enfin vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on vise des plus gros poissons et donc ça met plus de temps pour négocier. Mais ça, on sait déjà. C'est plus complexe. Et oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ou qu'est-ce qu'on peut faire de plus à l'heure actuelle? La communication, elle se veut rassurante parce que je pense qu'elle veut calmer un peu
l'incendie. Mais moi, je trouve que si les actes parlent, à savoir des joueurs arriveront avant le début du championnat, c'est ce qui a été dit, eh bien, c'est l'essentiel, non? Oui, mais est-ce que Moi, c'est pas j'aurais au aimé que ce final... soit. Vas-y, Vas-y, pardon, vas-y, Alric. vas-y. Non, non, vas-y. J'aurais aimé que ce soit un peu plus, pas forcément sur le mercato, parce que ça, on sait qu'on va avoir des joueurs. Il faut vraiment. Des Enfin, recrues je sais vont pas. arriver. Ouh. C'est certain qu'on va avoir des recrues. Tu peux pas commencer le championnat comme ça. Enfin, si tu peux sur les 4 premières journées, mais fin août, tu auras besoin d'avoir des nouveaux joueurs. C'est pas ça le problème. Moi, j'aurais aimé que ce soit un peu plus sur la structure, parce qu'il te dit qu'il veut mutualiser les forces. Ok, d'accord, mais c'est pas du football. C'est la Galaxy Ineos. Ensuite, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il te dit oui. Alors, j'ai des noms en tête pour le directeur sportif. Je veux pas que tu me les donnes, mais par contre, je veux que tu me dises quand est-ce qu'il arrive, ce nouveau directeur sportif. Je veux que tu me donnes un peu les clés, quand est-ce que ça va se mettre en place? On ne sait pas. Tu vois, j'aurais aimé qu'on parle football. Et en fait, on parle pas football. On parle comment je peux dire ça? On parle tout ce qui est Organisationnel. organisationnel, mais pas du côté de l'OGC Nice. C'est vraiment, mais nous, chez Ineos, on sait comment faire pour gagner. Après, il est dans Oui. son rôle de directeur. Il est là pour ça, Ineos, hein. malgré tout. Ouais, mais le problème, il est là, c'est que, encore une fois, je suis content que Julien Fournier soit parti, mais pour moi, il est parti trop tôt. Ou trop tard, mais en tout cas, ça n'a pas été anticipé. Ou trop tard. Le timing n'était clairement pas le bon. Bon, écoutez, je pense que ça, on verra si la parole de David Brailsford a une valeur, hein, parce qu'il nous dit, et c'est ça que je voulais peut-être terminer là-dessus, c'est de se dire, c'est bien de dire ça, oui, des recrues vont arriver avant le début du championnat, tout ça, mais en fait, comme dit Alric, on se doute que des recrues vont arriver. Là, tu te mets toi-même la pression pour éteindre l'incendie que tu Ouais. vois un peu sur les réseaux sociaux et dans nos entourages respectifs de supporters de l'OGC Nice. Du coup, en fait, au final, si jamais tu ne finis pas ou tu n'avances pas autant que tu veux ton mercato avant la première journée, bah, tu te rajoutes une pression et tu passes pour un con tout seul. Plus tu Alors parles, qu'en fait, voilà, plus tu parles, plus t'as de chances de passer pour un con. voilà. Mais c'est le risque. Oui, mais enfin, moi, là où je rejoins Alric, c'est qu'en fait, soit tu parles pour apporter quelque chose. Dans ce cas-là, après, les choses peuvent ne pas se passer comme prévu, et on l'a vu avec Julien Fournier, et on peut le comprendre, tout ça. Mais là, en fait, tu parles juste sans annoncer grand-chose et sans donner de contenu, si ce n'est de te mettre une deadline et une pression à toi-même, alors que, bon, enfin voilà. Moi, c'est dans le sens où tu parles pour ne pas dire grand-chose, si ce n'est potentiellement te mettre dans la merde. Donc, je vois pas l'utilité. Après, j'imagine que si jamais personne n'avait parlé pendant 3 semaines, tout le monde aurait dit où est le président et le mec d'Ineos, c'est un emploi fictif, blabla. Donc peut-être que c'est aussi important de remplir l'espace Ouais, mais là, c'est trop médiatique proche. pour d'autres. J'ai l'impression que c'est trop proche dans le temps. Bien, le discours qu'il nous a servi, il l'avait déjà servi, je crois, à un moment donné. Et puis Jean-Pierre Hébert l'avait déjà fait au moment de l'arrivée de Lucien Favre. Moi, j'ai À un l'impression que moment c'est 3 donné, fois que je lis cette interview depuis la fin de la saison dernière, minimum. Hein, donc voilà. Donc, si les supporters ont besoin qu'on leur rabâche toutes les semaines les mêmes choses pour qu'ils se sentent rassurés, à un moment donné, ouais, le problème, il risque d'être, et il sera pas résolu. Il faut, je pense, être patient, laisser travailler, laisser faire. À la deadline, les objectifs, tu les mets en interne, tu mets la pression en interne. On n'a pas besoin de tout savoir. Mais par contre, comme tu l'as dit, si tu parles, c'est pour dire des trucs nouveaux. Ok, bon. Moi, je partage plutôt cet avis. Pancho est heureusement plus optimiste pour qu'on survive à cette émission sans lame de rasoir. Mais voilà, on va basculer sur le terrain, parce que bon, ça, il y a des choses à dire, et globalement des choses positives à dire après ce match nul un partout face à la Roma. Bon, c'est anecdotique le résultat, même si c'est forcément plus flatteur et plus sympa que se faire fesser 3-0, 2-0 au tournoi de l'Algarve. Messieurs, je pense qu'on peut commencer cette émission en disant, petit à petit dans cette préparation, Lucien Favre commence à trouver son 11. En tout cas, on commence à voir se dessiner le 11 qui devrait débuter le championnat, sauf recrue majeure d'ici là. En tout cas, je pense que sur 8-9 noms, globalement, il y a des certitudes. Bon, après, il y a les blessés, Kefren Turam et Andy Delors, qui devraient retrouver naturellement leur place. Mais on voit l'équipe s'affiner. On a vu plusieurs systèmes de jeu. Alric parlait du 4-2-3-1. Moi, il me semble quand même avoir vu dans le match des phases de jeu où on était à 3 derrière aussi. Et on sait que Lucien Favre en avait parlé dès son arrivée, dès sa conférence de presse d'arrivée à la fin du mois de juin. Donc, on voit les choses évoluer. On voit que dans le jeu, ça évolue. Il y a des joueurs qui continuent de marquer des points. On a parlé de Bilal Brahimi. Peut-être qu'il y a des joueurs qui continuent de ne
pas en marquer, et je pense que ça sera un sujet de Ah, il y en a un, débat il est dans en solde cette négatif. Hein. voilà, et il y en a qui sont en solde négatif carrément, qu'on a hâte de voir partir. Mais voilà, qu'est-ce que vous retenez, sans faire un bilan de la préparation, parce qu'il reste le match face au Taureau, qu'est-ce que vous retenez jusque-là des enseignements et des avancées de ce stage au Portugal? Vas-y, Pancho, je te laisse commencer. Merci. J'attendais énormément de ce match-là. Un mois après la préparation, pour moi, c'était vraiment le bon match pour passer une vitesse. Un adversaire prestigieux. Ils ont mis leur force titulaire. Enfin, quand on regarde les joueurs de la Roma, il suffit pas de suivre la Serie A pour comprendre que ils étaient au complet. Sauf Dybala, bien sûr, qui venait d'arriver il y a 2-3 jours avant le match. Donc moi, j'en attendais énormément. J'ai pas été déçu, surtout de la première mi-temps. Voilà, je dirais que ce match est très encourageant pour la suite. On ne perd pas et on se rassure dans le jeu. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y a quand même des enseignements à tirer sur ce match-là au niveau du choix des joueurs. Ouais, clairement, ça a été un bon match. Je me suis même fait le petit plaisir de revoir la première mi-temps ce matin, parce que je me suis dit c'est quand même ça a été la plus grosse, enfin la meilleure partie de ce match-là. Pendant, on va dire bien 60 minutes, on a été bon, comme l'a signalé le coach à la fin du match. Après, ça a été un peu plus compliqué physiquement, mais globalement, déjà pour replacer le contexte, on en est à notre 4e match de préparation. La Roma, pareil. Je crois qu'il leur reste un match ou deux. Nous, il nous reste un match. Donc, c'est pas comme si on affrontait une équipe qui était supérieure à nous ou inférieure à nous en termes de préparation. Donc, déjà, un vrai bon test. Ensuite, comme tu le disais, Sky, en préambule, on voit une équipe qui, petit à petit, on voit un 11 qui se dégage petit à petit. On voit des principes de jeu qui s'installent petit à petit. Et moi, j'y ai vu beaucoup de satisfaction. Après, il faut garder à l'esprit qu'il y avait des absents. Je pense à Kefren Turam, je pense à Andy Delors, qui aurait fait peut-être beaucoup de bien dans ce match-là, surtout dans le système 4-2-3 en phase offensive. Euh, voilà. Ce que, par exemple, je pourrais dire, c'est que on a vu la première de Raresh Ilie, qui a été correcte, qui a fait un plutôt bon match, qui a montré de la personnalité, notamment un point de vue défensif, qui a tenté des petits trucs offensivement. Bon, voilà, c'est son premier match. Il doit apprendre à connaître ses coéquipiers. Il doit apprendre à se fondre dans le collectif de Lucien Favre. Mais c'était pas inintéressant. Après, Claude Maurice, pareil, je l'ai trouvé très intéressant. J'aurais aimé qu'il prenne un peu plus d'initiative personnelle, plutôt que de tenter toujours la petite passe en trop. En fait, c'est ça, globalement, je trouve que l'équipe aurait pu mener facilement, allez, on va dire peut-être 2-0 dans sa première mi-temps. Mais le problème, c'est que on a manqué de justesse technique dans le dernier geste à certains moments, on a manqué de spontanéité à certains moments, et donc ce qui fait que t'arrives à marquer, mais t'es toujours à la merci d'un contre ou d'une phase où t'es un peu plus en difficulté. Et je suis heureux d'avoir vu notre équipe tenir tête à une belle Roma qui a joué le jeu à fond. Même les gens qui étaient sur le banc, quand il y avait des contacts, des fautes, ça se levait, ça se plaignait un peu. Enfin, les Italiens, quoi. Et On va se fâcher avec une partie de notre notre audimat, mais voilà, ça fait plaisir, c'est gratuit. Ça joue. La VAR a décidé mais, que mais c'était du coup, régulier. non, du coup, très très intéressant. Par exemple, je sais que Pancho sera pas d'accord, mais Steins, il a pas fait un mauvais match. Il a pas Il fait est un mauvais passeur match. décisif, pour Il est préciser, passeur sur le but décisif. de Bilal Brahimi. Il est passeur décisif. Plusieurs fois, il a fait ce qu'il faisait depuis toujours à la Z Alkmaar dans ce qu'on a pu voir. C'est qu'il prenait son ballon côté droit, il tentait de repiquer, il a tenté des combinaisons dans les petits espaces, il s'est créé une petite occasion en début de match. Certes, alors c'est pas incroyable, il n'était pas toute une défense, il fait pas des trucs incroyables avec le ballon, mais franchement, je trouve pas ça dégueulasse. Après, oui, il a disparu en seconde, mais comme la majorité de l'équipe finalement. Voilà. Brahimi, très très intéressant. Brahimi, très très intéressant dans ce rôle où il peut prendre de l'espace, où il peut aller scorer, je pense qu'il l'a fait. Après, par exemple, je trouve que même s'il a été intéressant, c'est pas le poste dans lequel j'aime le voir parce que il descend beaucoup trop bas. Et on a besoin, dans le système de Lucien Favre qui a été adopté hier, d'avoir un point d'ancrage fixe. Un dehors, par exemple.
ou un Dolberg. Mais bon, Dolberg, on va oublier. Mais un Delors. Un mec qui quitte pas les 16 mètres et que s'il redescend, c'est vraiment très très léger. Et que c'est le bloc qui remonte le ballon. Voilà. Donc c'est là où j'ai eu un peu de mal parce que parfois, il y avait des séquences où on avait Brahimi qui récupérait le ballon au central et on se disait, mais il y a qui devant là? Donc apparemment, d'après ce que j'ai compris, je crois que Raresh, il permutait parfois, il passait un peu devant. Mais bon, il s'est pas procuré une seule occasion en étant placé devant. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Après, Todibo, un bon match. Bulka, pas très rassurant sur 2-3 occasions, mais dans l'ensemble, très correct. Non, une belle équipe. Après, la seconde mi-temps, ça a été compliqué parce que physiquement, ils sont supérieurs à nous, on va pas se le cacher. Et donc, les 30 dernières minutes, c'était pénible. Oui, globalement d'accord avec toi, Alric, sur à peu près tout. Stangs, oui, en première mi-temps, il a été intéressant, un peu comme toute l'équipe, mais je suis désolé, moi j'en attends plus. Voilà, j'en attends plus. Et c'est quoi plus? Plus, c'est-à-dire être plus déterminant, être plus influent, être plus à l'initiative, plus quoi. Enfin, on sait que ce joueur, et je l'aime toujours autant, hein, mais il est extrêmement talentueux. Sur ce match-là, il avait une possibilité de se montrer plus, il ne l'a pas fait. Ça n'a pas été atroce comme bon nombre de ses matchs l'année dernière, mais j'en attends encore plus, voilà. Mais c'était pas notre meneur de jeu, c'était pas lui qui était à l'initiative de tout ça. Par exemple, dans le système où justement où tu amènes Stangs à prendre un peu plus l'intérieur, il peut être une sorte de meneur de jeu excentré, un peu comme on s'était dit pour Illier, hein, Alric. Exact. Voilà, donc il peut prendre le jeu à son compte. C'est pas parce qu'il joue sur un côté dans un dispositif clair que il garde ses structures tout le temps. Donc non, pour moi, il a manqué d'influence. Surtout lorsque tu as un latéral droit comme Attal derrière qui tend à prendre ce couloir, ça te libère justement cet espace-là, ça peut te faciliter des combinaisons. Et j'ai trouvé que Stanks, voilà, globalement, ça n'a pas été encore ça. Il y a du mieux, je suis d'accord, il y a du mieux par rapport à l'année dernière. Mais moi, j'en attends plus. Après, ça reste la préparation. Donc, je dis pas qu'il va changer de visage d'un match à un autre. Hein. Enfin, il l'a fait l'année dernière une fois. Mais ça reste la préparation. Franchement, je trouve que de plus en plus, il prend il prend pas le jeu à son compte, c'est clair, mais il prend des initiatives. Enfin, hier, il a quelques tentatives de passe ou quelques passes qu'il a pu faire. On sait qu'il a cette capacité, qui ont amené ou qui auraient pu amener de grosses occasions. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on dise que c'est catastrophique. Parce que c'est ce que j'ai lu, par exemple, hier, sur Twitter. J'ai posé la question. J'ai dit, moi, j'ai suis satisfait. Qu'est-ce que vous avez pensé? Les 3/4 des commentaires que j'ai reçus, c'est, Stangs, c'est pas ça, hein. Et puis quelques-uns, c'est catastrophique. C'est pas catastrophique. C'est pas incroyable, mais c'est pas catastrophique. Parce que si vous voulez, on parle de Gouiri, par exemple. Parlons-en de Amine Gouiri. C'est un peu les mêmes. C'est un peu les mêmes. Je sens qu'il y en a qui ont hurlé avec leur casque sur les oreilles. Alors, bien sûr, Amine Gouiri a prouvé infiniment plus que Calvin Stanks depuis qu'il est arrivé à l'OGC Nice, mais en tout cas, depuis la deuxième partie de saison dernière, on a du mal à retrouver le Amine Gouiri. Enfin, il enchaîne les prestations extrêmement décevantes depuis la demi-finale face à Versailles. Je pense qu'on peut timer ça à peu près à ce moment-là. De la même façon que Calvin Stanks a progressivement disparu dans la deuxième partie de saison aussi. Les deux jouaient gros un peu sur cette préparation pour montrer que du coup, avec un nouvel entraîneur, une philosophie de jeu probablement davantage compatible avec leur qualité technique et leur profil de joueur, ça pouvait aller mieux. Et les deux, en fait, aujourd'hui, peinent à montrer qu'ils méritent leur place dans le 11. Alors bien sûr, par rapport à son statut, par rapport à tout ce qu'il a montré, c'est plus compliqué de sortir un Amine Gouiri qu'un Calvin Stanks du 11. Mais à la fois, est-ce que... il n'a pas démarré le match hier. Hein. Voilà, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour la première journée, au-delà de son statut et de son talent qu'on connaît très très bien à l'OGC Nice depuis 2 saisons, est-ce que Amine Gouiri a toujours légitimement sa place dans le 11 de départ? Oui. Pas sûr. Oui. Ah oui. Mais oui, 100 fois. Oui, 100 fois. C'est-à-dire que hier, il rentre à la 65e.
Dans une période où Nice, en deuxième mi-temps, selon moi, on n'a pas du tout existé. Hein. On a commencé à prendre la foudre en début de seconde, à concéder des occasions. Le but est venu logiquement aux alentours de la 55e, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Gouiri, il rentre déjà dans ce contexte-là, et il rentre au poste de meneur de jeu. Donc sur le papier, effectivement, j'ai tweeté que c'était extrêmement sexy, mais dans les faits, il n'a pas touché un ballon. Il n'a pas touché un ballon. Et je pense qu'effectivement, le fait de le balader tantôt à deux devant, tantôt sur le côté, tantôt dans l'axe, au poste de numéro 10, c'est pas l'aider. Après, pour répondre à ta question, Sky, pour moi, il est toujours titulaire. Il va démarrer contre Toulouse, mais il n'est pas sur une dynamique, on va dire, extrêmement positive par rapport à ces derniers mois, c'est vrai. Pour autant, j'ose espérer qu'il retrouve un peu de sa splendeur parce que c'est un excellent joueur. J'ai lu beaucoup de choses sur lui là, ces derniers jours, comme quoi il y en avait beaucoup qui s'impatientaient, peut-être à juste titre, mais de là à dire que c'est un joueur qui est surcoté, alors déjà le terme surcoté, sous-coté, me sort un peu par les yeux, mais s'agissant d'Amine Gouiri, là j'ai un peu de mal. Voilà. Oui, Bien sûr il a qu'il plus rien à prouver par rapport à l'OGC Nice en tout cas. Hein. C'est sûr qu'il peut y avoir une méforme, mais bon, on n'a pas fait non plus un feuilleton de l'été sur 2 mois de performance. Ça a été relativement continu pendant 1 an et demi. Excuse-moi Alric, du coup, donc par rapport aux autres mais, satisfactions de la mais rencontre et au rôle d'Amine Gouiri dans la saison à venir. pour revenir sur Amin Gouiri, je disais pas sûr. Mais évidemment qu'il va démarrer la première journée. Évidemment. Par contre, eh ben, quand tu vois par exemple, on attaque la préparation contre Cercle Bruges, on voit Amin Gouiri faire des choses très intéressantes avec Kefren Turam et on se dit ah ça y est, sous Lucien Favre, Amin Gouiri, ça repart. Et en fait, non, c'est pas reparti. C'est pas reparti. Amin Gouiri, il a fait un match correct de préparation et après il a fait la continuité de sa demi-saison de l'année dernière. Donc, clairement, à mon sens, il perd pas tout son crédit parce que ça reste un très très bon joueur, mais je commence un peu à perdre patience dans le sens où je me dis, mais c'est presque ton leader technique et t'as besoin d'un mec comme ça parce que il marque des buts, parce qu'il sait faire des passes décisives et il est très important. Aujourd'hui, clairement, si Amin Gouiri, il n'est pas en phase avec l'équipe, bah déjà, tu n'auras personne pour le remplacer techniquement parlant. Et en fait, bah, il va te manquer parce que ça peut être un game changer. Et moi, j'aimerais qu'il retrouve son niveau. Il est plus dans un système de jeu. Il est plus avec un coach qui demande de bien défendre pour ensuite bien repartir. Non, il est avec un coach qui demande de produire du jeu, qui demande à ce qu'il y ait du mouvement, à ce qu'il y ait des redoublements de passes, des jeux dans les petits espaces. C'est ce qu'aime faire Amin Gouiri. Et je comprends pas que ils soient pas comme un poisson dans l'eau là depuis le début de la préparation avec Lucien Favre. Ça reste de la préparation. Certes, la compétition c'est autre chose, mais clairement, bah, on est obligé de prendre en compte ce qu'on voit. Et là, depuis le début de la prépa, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou, la preuve. Il a plus démarré un match, je crois, en tant que titulaire depuis Bruges, si je dis pas de bêtises. Donc, je pense que Brahimi lui est passé devant, par exemple, à ce poste des gauche. Pas sûr. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui lui ferait beaucoup de bien, c'est la concurrence. C'est-à-dire que là, on parle de Marcus Thuram, on parle de... Bah, il y est, hein, on va peut-être y venir, Sky, mais je pense que ça peut apporter vraiment quelque chose de bénéfique à Gouiri. Peut-être qu'effectivement, après ces 18 mois où il a été ultra performant, il s'est installé dans une sorte de confort. Peut-être, hein, en étant un l'OGC Nice, peut-être qu'il s'est vu un peu trop beau. Quoi qu'il en soit, si tu veux venir des joueurs de qualité à son poste-là, eh bien, il faut de la grosse concurrence, par contre. Il faut de la grosse concurrence. Même si tu fais venir Marcus Thuram, pour moi, c'est de la grosse concurrence. C'est un joueur qui, l'été dernier, a été sélectionné pour faire l'Euro avec la France. Il sortait d'une grosse saison avec Gladbach. Il joue à peu près le même poste que Gouiri. Il peut aussi décaler dans l'axe. Voilà, on a fait la page Mercato, mais juste pour dire que, pour moi, rien que par rapport aux 80 minutes qu'on a vues de l'Alès Chilier hier, bah, elles sont bien plus consistantes
est bien plus intéressante que ce qu'a pu montrer Gouiri depuis un certain temps. Et ça, avis, ça inquiète. un avis sur cette première, justement. Moi, de belles promesses. Moi, je dirais de belles promesses. Il a vraiment été intéressant, il s'est pas caché. Il a combiné. Techniquement, tu sens qu'il est vraiment très facile. Intéressant défensivement aussi. Alors, ça, justement, en première mi-temps, j'ai trouvé sur certaines phases, tu vois, où il perdait le ballon, mais il n'y avait pas ce repli défensif Bah, que j'attendais. Mais pour le coup, j'ai eu ma réponse parce que du coup, Alex Scout a répondu à un de mes tweets en disant qu'effectivement, elle était arrivée il y a peu et que, en termes de préparation, la différence abyssale entre les deux championnats expliquait c'est peut-être évident. le fait qu'il était peut-être un peu cramé. Quoi qu'il en soit, il a montré de belles choses et puis voilà, de belles promesses. Ouais. Parce qu'on a fait un quart d'heure sur Aminguri, mais il s'est passé des choses bien. Hein. Tu vois, Todibo a fait un match de patron, par exemple. Todibo a été incroyable sur ce match. J'ai hâte de le voir en compétition, lui, maintenant. Ah oui, Todibo, c'est incroyable. il a été exceptionnel et Même Rosario a été bon. Rosario Lemina, j'ai beaucoup aimé. Alors justement, par rapport à Pablo Rosario qui avait été un peu décrié au cours de cette préparation, est-ce que c'est pas lui, on le disait tout à l'heure, qui a amené naturellement à avoir le rôle le plus défensif dans le 4-3-3 ou le futur 4-2-3-1 éventuellement de Lucien Favre? On l'a vu quand même assez dur sur l'homme, assez bon à la récupération. Le Pablo Rosario qu'on a aimé la saison dernière tout simplement. Donc il y a cette action, je crois que c'est en fin de première période, en tout début de deuxième mi-temps, où du coup il y a l'effet double tenaille avec Mario Lemina. On sait que c'est aussi pour ça que Christophe Galtier notamment aimait les associer. Mais est-ce que voilà la pieuvre Pablo Rosario, c'est pas aussi un peu, je vais pas dire la révélation, mais la confirmation de cette préparation, de dire ben voilà c'est lui le milieu qui est le plus défensif qu'on ait et qui soit en capacité de jouer des matchs au niveau professionnel, contrairement à Morgan Schneiderlin par exemple. Donc du coup, est-ce que voilà, ça va pas être lui la plaque tournante qui va permettre après à des joueurs plus jeunes et à la vocation plus offensive de se projeter et justement de construire le football que Lucien Favre aime construire. Ça, peut-être, mais pour le coup, je te laisse en parler, Pancho. j'ai un peu de doute concernant Rosario. Alors, attesté dans un 4-3-3 justement où il a ce profil un peu plus défensif, là, on va dire ce poste de numéro 6, oui, à ce moment-là, tu le décharges de cette partie un peu construction, tenir la balle, orienter le jeu, etc. Par contre, dans un double pivot, dans un 4-2-3-1 où il sera amené d'une manière ou d'une autre à se projeter vers l'avant, dispose-t-il d'une qualité technique, une qualité de passe nécessaire pour occuper ce poste-là? Voilà, aujourd'hui j'ai des doutes. Je dis pas que il faut le vendre et qu'il doit partir loin du club, mais il y a une idée qui a germé dans ma tête depuis quelques jours. Vous allez peut-être ne pas être d'accord, mais si tu me le permets, Sky, j'aimerais bien soumettre l'idée. Est-ce que ce serait pas finalement le quatrième défenseur central, Rosario? Oh. Voilà, allez, Je te rappelle que Oh la vache. je te rappelle que Danilo est toujours au club. Non. Non, mais cette sérieusement. déclaration que je quitte l'émission. Merci. Non, mais c'est sérieusement. vrai qu'on l'a vu dans cette espèce de rôle pas de libéraux, mais où il est capable de venir s'intercaler en phase offensive, lui redescendre pour assurer du coup l'aspect défensif entre les deux défenseurs centraux. Mais de là à en faire une solution pérenne, enfin bon, déjà Voilà, on a vu ce que ça a donné quand il a été titularisé, ça a dépanné, mais dès qu'il y a eu un match à enjeu, je pense notamment à Marseille, ça a montré rapidement ses limites. Et puis, on a le droit d'avoir des joueurs à leur poste aussi. Au bout d'un moment, j'ai l'impression de dire ça tous les étés, mais on a aussi le droit d'avoir 4 défenseurs centraux si on est amené à jouer à 2 ou 3 dans l'axe toute la saison. Ça me semble assez légitime. Après, si jamais il y a une épidémie de blessures, pourquoi pas. Mais voilà. Après, ça n'est que mon avis. Je pense qu'au-delà de la blague sur Danilo, ça n'a pas. Au-delà d'un match, je pense que c'est une solution qui relève plus du bricolage. Mais après, tu disais, Pancho, dans un 4-2-3-1, il sera amené à se projeter. Pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que, en fait, ça dépend de qui tu mets à côté de lui. Thuram. Voilà. Parce que si tu mets Thuram à côté de lui, il reste derrière comme un 6.
et c'est Thuram qui se projette. Donc moi je trouve que dans les deux systèmes ça peut être intéressant. Ça a marché par exemple contre le Club Bruges quand tu étais en 4-3-3 pur et, et je vois pas Ouais, pourquoi mais ça marcherait pas. ouais, après, il avait ce poste de numéro 8 contre Bruges et c'était Lemina qui avait ce poste Oui, mais de alors sentinelle devant la défense. ouais non mais bien sûr, c'est pour ça que c'est difficile de se projeter parce que Lemina est encore là et pour un joueur qui est dit sur le départ, enfin il fait quand même toute la préparation, il joue quasiment tous les matchs. Ouais. Donc j'ai encore un peu de mal à imaginer qu'il puisse partir. Enfin en tout cas, je comprends pas pourquoi il partirait. Mais Rosario, même s'il a été en difficulté dans cette préparation, il a montré des choses intéressantes hier. Et je comprends pas pourquoi, dans les différents systèmes que pourrait mettre en place Lucien Favre, d'un match sur l'autre ou plusieurs fois dans un match, pourquoi il serait pas en mesure d'apporter les solutions qu'on attend de lui. Après voilà, comme on a dit, on n'a pas vu Thuram hier. Peut-être qu'avec Thuram, l'animation dans le 4-2-3-1 aurait été très différente. Donc, il y a encore quelques incertitudes, mais Rosario, je pense qu'il a toujours sa place. Hmm. Bon. À voir. Moi, je souhaite en tout cas qu'il prenne qu'il prenne une dimension et puis peut-être qu'il progresse aussi sur certains aspects de son jeu et qui soit un peu, on va dire, modelé par Favre sur voilà cette dimension-là technique qui, à mon sens, va être prépondérante dans le milieu de terrain. Avoir effectivement la solution à terme choisie au milieu de terrain par Lucien Favre, parce que bon, il y a eu voilà, la micro-blessure, enfin on va dire la précaution prise avec Khéphren Thuram qui nous a pas permis de voir ce qu'il en était hier soir, mais voilà, il y a eu beaucoup de belles choses au milieu de terrain. Est-ce que voilà, si on part sur un 4-3-3, est-ce que le poste le plus offensif sera pris par Alexis Claude Maurice dans ce cas-là? Enfin, il y a encore peut-être une petite incertitude, je suis d'accord avec vous, sur l'identité des deux ou des trois milieux de terrain et le rôle donné à chacun. Mais comme le disait Alric au tout début, en fait, c'est aussi parce qu'il y a quand même une certaine abondance de talent en milieu qui nous permet d'avoir aujourd'hui ce problème En comptant les jeunes de aussi, hein, riche. En sans comptant oublier les les Ah jeunes, jeunes. oui. effectivement, je pense qu'il y Parce a. que la rentrée de certains jeunes hier, waouh! Je voulais terminer l'émission là-dessus parce que traditionnellement, les révélations des avant-saisons, c'est quand même souvent les jeunes qui profitent voilà, de l'absence de recrues ou en tout cas de leur rare possibilité d'apparaître avec le groupe pro pour se montrer à leur avantage. On en a déjà beaucoup parlé, hein, que ce soit Buonanni, Belayan, Antoine Mendy, Daouda Traoré au travers de toute cette préparation. Et là encore, ça s'est confirmé hier soir. Ah, Belayan, c'est voilà. Moi, de toute façon, ça a été mon coup de cœur de cette préparation. C'est le sosie officiel de Ben Arfa. Plus petit, je crois. C'est lui mettre beaucoup de pression déjà, mais écoute, on souhaite la moitié de ce que Hatem Ben Arfa a fait. Mais non, mais moi, c'est c'est mon coup de cœur de ces prépas. Pour le coup, j'ai pas envie de le cramer. Il faut en prendre très soin. Mais si on pouvait lui faire un petit contrat pro et qu'il vienne de temps en temps dans l'équipe première cette saison, moi, je serais totalement pour. Pancho, une autre satisfaction avant de clôturer cette émission? Non, mais effectivement, Belayan, je me l'étais noté aussi. Alors, pas vraiment une satisfaction, mais un questionnement concernant eh bien, le fait que Jordan Lotomba ne soit pas rentré hier. Depuis le début de la préparation, c'est lui qui remplaçait, on va dire, Barr, puis tourné sur ce poste de latéral gauche. Est-ce qu'il était un peu blessé? Ou est-ce que c'est vraiment un choix sportif? Est-ce qu'il sera amené à partir? Pour moi, voilà, c'est un signe qui peut-être explique, qui va donner une orientation sur le mercato, au même titre que confier le capitana à Attal contre Benfica de mémoire. Voilà, des signes de confiance. Non, contre Fulham. C'est contre Fulham. Ah, ouais. C'est contre Fulham, oui, pardon, ouais. Excusez-moi. Voilà, des petits signes qui montrent voilà, de la confiance ou au contraire peut-être un peu de méfiance. En tout cas, ça montre que si un des deux devait partir, parce qu'on sait qu'il y a aussi le petit Antoine Mendy qui est derrière et qui a eu beaucoup de temps de jeu dans cette préparation, ce ne serait peut-être pas Youssef Attal finalement. J'ai une petite explication pour Lotomba, je pense. Vas-y. Mais, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a vu hier déjà pas un 11 type parce qu'il y avait des absents, mais on a vu une équipe qui est restée sensiblement la même jusqu'à la 65e 60-65e minute de jeu. Et il me semble pas que les latéraux ont beaucoup changé. Je crois qu'il y a Catal qui est sorti. Donc
typiquement, c'est pas le poste que tu vas changer dans un match en compétition. Donc en fait, je pense que Favre commence à faire des changements de compétition, presque. Oui, mais ça donne une indication sur la hiérarchie, en tout cas. C'est clair. Ah oui, Dans ce non, mais cas-là, après, on n'a jamais davantage dit que que sur. on Effectivement, n'a je suis jamais dit que d'accord avec Lotomba toi. allait être un titulaire en puissance. Non, mais tu as vu Antoine Mendy avant lui, ce qui n'était pas Ah oui, oui, oui. nécessairement. Tu vois, tu pourrais aussi dire, Antoine Mendy, je l'ai vu pendant la préparation comme des tas de jeunes. À terme, il sera peut-être dans le groupe pro, mais je compte pas faire la saison avec lui. Du coup, Attal peut se partager avec Lotomba, mais c'est pas la solution qui a été retenue À moins par Lucien Favre. que Donc Lotomba, ça peut ça être soit aussi pour se dire, Antoine Mendy, tant que je peux le faire jouer en amical, je le fais. Lotomba, je sais ce qu'il vaut de toute façon. Donc si je le sors lors de la première journée, j'aurai pas de surprise. On ne sait pas ce qui est dans peut-être. la tête de Lucien Favre. Mais en attendant, des 4 latéraux, c'est le seul qui n'a pas joué hier, comme l'a dit Pancho. Donc ça méritait de soulever la question. Après, la réponse interviendra d'elle-même, je pense, dans les prochains jours et les prochaines semaines. Peut-être ça, tu as raison. Mais après, peut-être qu'il veut en faire son. Alors attention, alerte connerie, alerte supposition. Peut-être qu'il va en faire son latéral gauche. Bon, on espère que c'est une connerie, effectivement, et qu'on recrutera à ce poste-là. Moi, je me contenterai de souligner que Melvin Barr a fait tout le match, encore une fois, et qu'il était toujours très bon. Il a fait un match correct. Il a fait un match correct comme à son habitude. Messieurs, je vous propose de conclure l'émission là-dessus. Moi, conclure sur Melvin Barr, ça me semble être très bien de finir par ce petit dessert. Vous retrouvez notre émission comme d'habitude sur les plateformes Apple Podcasts, YouTube, Spotify, Deezer. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une note, un abonnement, une réaction sur les réseaux sociaux également. On lit tout et on essaye de réagir au maximum, on vous le promet. L'émission est également disponible sur l'application OneFootball, dont on vous laisse le lien en description pour pouvoir la télécharger si vous le souhaitez. Il y a plein d'autres contenus à part notre émission, mais voilà, on vous laissera le découvrir de votre côté. Et puis nous, on revient, on l'espère, dans la semaine si une recrue s'est concrétisée d'ici là. Sinon, après le dernier match amical de l'avant-saison face au Torino. Et cette fois, messieurs, ça sera à la maison, ce sera à l'Alliance Riviera, ce sera au stade, officiellement la reprise de la saison pour nous supporters. Désolé Pancho pour les expats, mais voilà, en tout cas, nous on a hâte de retrouver les tribunes et on l'espère avec des nouveaux joueurs, parce que même si notre ami Dave Braceford dit que ça arrivera bien assez tôt, on reste des supporters, donc on reste impatients d'avoir de nouveaux éléments dans notre équipe. Messieurs, merci. Écoutez, merci pour cette participation et de m'avoir tenu compagnie pendant cette heure d'émission. À très vite. Et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa.